Bon, bonsoir à tous. Donc, c'est la dernière vidéo que nous allons publier concernant les cours Histoire-Géographie en ligne. Et aujourd'hui, nous allons voir un cours présenté par Sebgo Abdoulaye. Voilà, donc nous allons parler en fait des facteurs de la décolonisation. Donc, c'est pour les élèves de la classe de terminale. Et donc à ce niveau, nous allons évoquer les facteurs internes, notamment le panafricanisme, le rôle des syndicats, l'action des mouvements nationalistes. Mais nous allons aussi évoquer les facteurs externes de la décolonisation, à savoir les deux guerres mondiales, l'action des deux grands, notamment l'URSS et les États-Unis. Nous allons voir également le rôle de l'Église et enfin terminer avec l'organisation des Nations Unies, la contribution de cette organisation à l'indépendance. Donc, concernant les facteurs internes, le premier point, il s'agit du panafricanisme. Donc, quels sont les précurseurs du panafricanisme? Nous avons William Edward Burgard Dubois, notamment appelé Webb Dubois. Nous avons également Henry Sylvester Williams et nous avons également Marcus Mosiah Garvey. Donc, ce sont les trois personnalités qui sont les principaux précurseurs du panafricanisme au niveau de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que le panafricanisme? Il faut savoir que le panafricanisme est relatif à l'unité des peuples africains. Donc, nous allons voir que en fait, l'action de ces précurseurs-là du panafricanisme a conduit à l'organisation du congrès de 1919 qui a conduit à l'adoption de la charte africaine des droits de l'homme. Donc, au-delà de ça, il faut savoir que la revendication pour les indépendances a commencé à partir de 1945. Et au-delà des précurseurs, nous avons également des écrivains et des artistes noirs comme le Martiniquais Aimé Césaire qui a fait le discours sur le colonialisme. Et puis vous avez également Cahiers d'un retour au pays natal. Vous avez au-delà de Aimé Césaire également, vous avez Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, par exemple, qu'il a écrit, le Sénégalais Cheikh Anta Diop. Vous avez également Léopold Sédar Senghor, pour qui, par exemple, également, il a fait des productions et puis également animé des mouvements dans le but d'envoyer l'indépendance au niveau de l'Afrique. Nous avons également des mouvements au niveau des étudiants, notamment la Fédération des étudiants de l'Afrique noire francophone, FENAF. Vous avez également West African Student Union, WASU. Donc, ces différents mouvements d'étudiants également ont lutté pour pouvoir fédérer les Noirs autour en fait de l'idéal de l'indépendance au niveau de l'Afrique. Vous avez également, au-delà de ces mouvements d'étudiants, des partis politiques, notamment le Rassemblement démocratique africain, RDA, créé en 1946 à Bamako. Donc, c'est tout cela qui a donné un essor au panafricanisme. Mais au-delà des trois personnalités que nous avons citées comme les premiers acteurs du panafricanisme, nous avons également d'autres figures, notamment Jomo Kenyatta, le premier président Kenya. Nous avons également Benjamin Nnamdi Azikiwe, le premier président nigérien. Et donc, ce sont des figures également du panafricanisme qui ont également lutté pour faire valoir en fait cette idéologie-là au niveau de l'Afrique et de par le monde pour envoyer l'indépendance au niveau des colonies africaines. Donc, au-delà en fait du panafricanisme, nous avons également l'action des syndicats. Donc, il faut savoir que la colonisation se présente comme une domination économique. Donc, à partir de cette analyse, nous pouvons comprendre le rôle important que les syndicats ont joué dans le sort du nationalisme. Donc, à ce niveau, il faut savoir que les organisations syndicales, ce sont des organisations visant à lutter pour la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Donc, ils revendiquent de meilleures conditions de travail et de vie pour les travailleurs, mais par exemple, les différentes difficultés que vivaient les travailleurs au moment de la colonisation, les syndicats pensaient qu'en fait, le problème venait même du régime colonial. Donc, il fallait même lutter
contre le régime colonial pour pouvoir apporter de meilleures conditions de vie et de travail. Donc par cela, le syndicat va faire des actions dans le but de dénoncer en fait le colonialisme et également d'instaurer le nationalisme. Ils vont contribuer à l'éveil vraiment du nationalisme. Mais au-delà de l'action des syndicats, nous avons également les mouvements nationalistes. Là, nous allons voir de l'Afrique du Nord vers l'Afrique noire, l'Afrique du Nord blanche et vers l'Afrique noire. Donc à ce niveau, il faut savoir qu'en Tunisie, le premier est celui des jeunes Tunisiens qui a donné naissance à un parti, notamment le parti prend le nom de Destour en 1920. Mais il faut savoir qu'à partir de 1934, Habib Bourguiba va créer le Néo-Destour parce qu'il jugeait que les anciens étaient trop modérés. Donc Bourguiba a été emprisonné par la suite, à la suite des émeutes en 1938, d'où il ne serait libéré qu'en 1943. Mais il faut savoir que c'est lui qui serait le premier président également de la Tunisie. Donc, au-delà de Bourguiba, au niveau de la Tunisie, vous avez également le Maroc avec le mouvement qui est mené par des partis politiques avec l'encouragement surtout du sultan Sidi Mohamed Youssef. Donc au niveau de l'Algérie, là-bas, il y a eu la première crise sérieuse a éclaté autour de 1945. Voilà, le 1er novembre 1954. Donc il y a eu une insurrection et l'insurrection s'est rapidement généralisée et c'est cela qui va conduire également à la revendication de l'indépendance. Donc, mais il faut savoir qu'en Afrique du Nord, les mouvements gagnent l'Afrique. À partir de l'Afrique du Nord, les mouvements ont gagné l'Afrique noire. Donc, et l'Afrique noire, au niveau de l'Afrique noire, les mouvements ont été moins violents. Ça a eu moins d'ampleur également par rapport à l'Afrique du Nord. Mais il faut dire que tous ces éléments-là ont contribué à l'essor également de l'éveil de conscience qui vont conduire en fait à la décolonisation. Donc de façon résumée, ce qu'on peut retenir, il faut savoir qu'au niveau des facteurs internes, il y a d'abord le panafricanisme. À travers le panafricanisme, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'élites intellectuelles ont essayé de lutter pour pouvoir apporter en fait l'indépendance au niveau des colonies africaines. Il y a également les syndicats qui ont joué un rôle déterminant. Et nous avons également les mouvements nationalistes qui ont contribué réellement à l'indépendance. Donc maintenant, parlons des facteurs externes. Donc au niveau des facteurs externes, premièrement, nous allons voir les deux guerres mondiales. Donc notamment au niveau de la Première Guerre mondiale, il faut savoir qu'il n'y a pas eu grand changement dans les colonies à part des révoltes spontanées des peuples dans certaines colonies. Mais il faut dire que ces révoltes-là sont provoquées surtout par des réquisitions, les corvées, les opérations militaires. Donc c'est ça qui a entraîné, mais il n'y a pas eu de grand changement. Mais il faut voir qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a en fait cette guerre-là a permis aux Africains de mieux connaître leurs colonisateurs et il a permis également à l'homme blanc qui n'était pas aux Africains plutôt de découvrir que l'homme blanc n'était pas supérieur aux autres. Et également au cours de cette guerre, l'Europe va perdre son mythe d'invincibilité auprès des Africains parce que l'Europe même va se faire aider par les Russes et puis les Américains. Et donc cela a fait en sorte que l'Europe n'était plus la superpuissance, voilà, comme les Africains voyaient cela. Ils ont vu également la peur, l'incapacité, la faiblesse de l'homme blanc. Et cela va contribuer à l'éveil de conscience. Et même c'est cela qui va conduire à la déclaration ambiguë de la conférence de Brazzaville en 1944. Donc, au-delà de l'action des deux guerres mondiales, nous avons l'action des deux grands, notamment l'URSS. Donc, il faut savoir que pour l'URSS, sous l'impulsion surtout de Lénine, le marxisme se présente comme adversaire de la colonisation. Donc, pour eux, la libération des peuples colonisés cadre avec la révolution prolétarienne. Et donc, ils ont une volonté de détruire le capitalisme et remplacer le capitalisme par le communisme. Parce que il faut savoir également que les pays colonisateurs étaient en majorité des pays qui étaient dans le système capitaliste. Donc, l'URSS voyait en fait dans la décolonisation une lutte contre le capitalisme. Mais au-delà, vous avez également l'action des États-Unis d'Amérique, parce qu'au niveau des États-Unis d'Amérique également, eux, ils aidaient à la décolonisation des pays où il existait le danger communiste.
Donc si il y a un pays où il y a un danger que par exemple le pays tombe dans le communisme, ils peuvent aider à la décolonisation du pays dans le but d'installer des gens qui sont modérés ou bien des gens qui sont pro-capitalistes. Voilà, on a l'exemple par exemple de l'Indochine, on a également l'exemple de l'Indonésie. Maintenant, au-delà de l'action de ces deux grands, nous avons également le rôle de l'Église. Donc à ce niveau, on a parlé de la fameuse collaboration des troisièmes, les marchands, les missionnaires et puis les militaires. Donc, il faut savoir que rapidement, il y a eu un divorce entre ces trois acteurs-là. Et donc, d'abord, c'est la dénonciation de l'œuvre coloniale qui n'est pas civilisatrice selon l'Église. Et également, l'Église prêchait l'égalité de tous devant Dieu par les missionnaires. Et donc, cela était en contradiction avec ce que la colonisation imposait au niveau des peuples colonisés. Nous avons également l'Église qui a permis la formation de l'élite intellectuelle qui est devenue rapidement revendicatrice de l'indépendance. Et au-delà de ça, pour sauver la mission évangélique, l'Église était obligée de se retirer pour ne pas être assimilé à l'Europe, à l'Occident qui était dans la colonisation. Donc cela également va contribuer à faire l'éveil de conscience et également à sonner l'alarme pour qu'on puisse accorder l'indépendance. Donc au-delà de l'Église, nous avons également l'action de l'ONU. Donc au niveau de l'ONU, il faut savoir qu'il y a les discours par exemple et les missions d'enquête de l'UNESCO en Afrique ont contribué à l'éveil de conscience. Donc il y a également le premier article de l'ONU qui prévoit développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et donc par cela, l'ONU va à travers le Conseil de tutelle, qui est un organe de l'ONU qui est suspendu à présent. Cet organe-là a aidé réellement à l'indépendance des pays colonisés. Et donc, faut dire que l'ONU également va vraiment aider à la décolonisation des pays colonisés. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur les facteurs externes de la décolonisation. Donc en récapitulatif, nous avons évoqué l'action des deux guerres mondiales, les effets des deux guerres mondiales, l'action en fait des deux grands, l'URSS et puis les États-Unis. Nous avons également le rôle de l'Église et enfin nous avons également l'action de l'ONU. Donc voilà ce qu'on peut retenir sur les facteurs externes de la décolonisation. Donc nous vous remercions, mais nous vous disons également que dans le cadre toujours de la lutte contre la maladie, il ne faut pas oublier de se laver régulièrement les mains au savon, de tousser toujours dans le pli du coude, de porter toujours un masque de protection, de respecter toujours un mètre de distance avec les autres et de limiter également les déplacements inutiles afin de rompre la chaîne de propagation de la maladie pour que les activités puissent se reprendre correctement. Donc bonsoir et merci beaucoup.